Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Fanny. Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là, à nouveau sur Enidiag Academy pour nous présenter la deuxième partie de ton module, sur le foie. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser, à des cas cliniques donc, et vous allez en voir plusieurs, et ça va être une session un peu plus interactive donc, vous allez devoir répondre à des petits quiz, C'est ça, et tout le monde va donner participer. voilà. Si, vous avez, pas encore, téléchargé le programme des webinaires de Enidiag Academy, vous pouvez le faire dès maintenant en scannant le QR code ou sinon aller directement sur notre site, enidiag.fr. Il y a un onglet sur l'académie. Sur ce même onglet d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire à tous les prochains webinaires et vous pouvez regarder les replays de tous les webinaires, qui ont eu lieu, depuis le début de l'année. Aujourd'hui, on est à mi-chemin, sur la liste des webinaires, qui ont lieu en 2023. On est au 10e, il y en aura 19 en tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir encore, ce qui vous attend et à rattraper, les replays de ceux que vous n'avez pas vus. Pendant tout le webinaire, qui va se tenir, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Vous pouvez aussi voir si la question que vous vouliez poser a déjà été posée et est en attente, de réponse. Et si vous avez des remarques, ou, que vous voulez, répondre, à des questions ouvertes, qui auront lieu pendant la présentation et ben, vous pouvez le faire directement dans le chat. Je vous rappelle aussi que si après ce webinaire ou si vous êtes en train de regarder le replay et que vous avez des questions, pour, le docteur Fanny Grana, vous pouvez répondre à n'importe quel mail de l'académie, les mails qui vous annoncent les webinaires, les mails, qui vous rappellent que le webinaire va commencer ou qui vous donnent les liens des replays, et toutes vos réponses arrivent, bien chez nous. Donc on pourra, retransmettre votre question, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous laisse avec votre webinaire. Je reste pas loin si vous avez un problème et je vous souhaite à tous une bonne présentation. Merci beaucoup Marie pour cette introduction et je compte sur toi, oui, s'il y a un souci technique. Rebonjour à tous. Aujourd'hui, c'est vraiment une session qui va être, beaucoup plus, pratique. C'est vraiment le foie en pratique qu'on va faire, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions et surtout, jouez le jeu et répondez à toutes les questions que je pose. C'est vraiment juste pour essayer d'avancer dans le cheminement au niveau du diagnostic, et de l'interprétation des examens complémentaires pour chacun des cas qu'on va voir. Donc n'hésitez pas, hein et puis moi, ça me permet de voir aussi, même si vous vous trompez, de voir le pourcentage d'erreurs éventuellement sur les questions et du coup, éventuellement, pourquoi pas de reprendre une notion s'il y en a besoin. Donc vraiment, je compte sur vous pour, jouer le jeu. Donc ça va se présenter de la façon suivante, hein, brièvement. On va voir, 3 cas. Donc il y en avait 2 pour lesquels vous aviez un certain nombre de données biologiques, pour ces 2 animaux qui sont Énigme et Noël, qu'on va traiter donc, en entier, hein, du début à la fin. Alors je ne vous ai pas donné tous les résultats d'examens complémentaires parce que sinon ça peut soit rendre les choses un peu trop faciles ou ça parfois ça permet pas d'essayer de poser des questions qui peuvent être un peu plus, éclairantes, j'allais dire ou par exemple, et en troisième, on verra un autre cas qui est un cas bonus, c'est-à-dire pour lequel vous n'avez pas eu les données biologiques en amont, et qu'on va traiter comme ça assez, ensemble, tranquillement. Et puis, vous verrez que sur le PowerPoint que vous pourrez, télécharger après à la fin, il y en aura un quatrième. Nous n'aurons pas le temps sur cette session, très probablement de le traiter, mais en revanche, il est assez sympathique et assez joli. C'est pour ça que je vous l'ai laissé et entre le webinaire, la partie théorique, ce qu'on va faire aujourd'hui, il sera assez aisé pour vous de le travailler, tout seul de votre côté et bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me contacter, je serai ravie d'y répondre. Bon, eh bien, on va commencer avec le foie en pratique, donc avec notre cas numéro 1 qui est énigme. Donc énigme, c'est une bichon frisée femelle stérilisée de 9 ans. Alors pour la petite histoire, Énigme, a eu une découverte fortuite. Alors elle a été présentée à l'école vétérinaire de Toulouse, pour un piomètre. Donc c'est un piomètre qui a été traité, lorsqu'elle s'est présentée à l'école vétérinaire de Toulouse. Piomètre compliqué avec une insuffisance rénale aiguë et pour lequel une découverte fortuite d'une augmentation de l'activité des enzymes hépatiques avait été, mise en évidence. Heu En discutant avec les propriétaires, qui avaient un vétérinaire traitant autre que notre structure, il a été rapporté que, ben, lors d'un bilan biologique précédent, mais quelques années auparavant, Edigme avait également présenté, une augmentation de l'activité des enzymes hépatiques.
Donc c'est quelque chose qu'on a gardé dans le coin de notre tête puisque vous savez que des enzymes hépatiques qui sont élevées sur un certain temps, 2 mois, voire plus, il faut se poser quelques questions sur, même si l'augmentation, n'est que modérée. Donc cette chienne a été opérée pour son pyomètre. Puis il a été décidé, tout s'est bien passé, la chirurgie s'est bien passée, la résolution de l'insuffisance rénale aussi, s'est bien mise en place. Donc il a été établi de faire un contrôle à 2 semaines déjà pour faire le suivi post-opératoire, de voir l'état des énigmes et de refaire un bilan biologique. Donc l'énigme était en état, clinique, très bon. Pas d'anomalie particulière, elle s'était très bien remise de sa chirurgie. Au niveau des antécédents, en grattant un petit peu plus au niveau des propriétaires, c'est une chienne qui avait subi un détartrage avec une extraction dentaire, sans plus. Elle est suivie pour une ration ménagère, équilibrée, par le service de nutrition de notre structure. Elle est relativement bien suivie, tout ce qui est antiparasitaire interne, antiparasitaire externe, et puis ses vaccinations sont bien à jour. Donc c'est une chienne relativement bien médicalisée. Donc je rappelle, une chienne qui, dans les commémoratifs, avait déjà présenté une augmentation de l'activité des enzymes hépatiques, mais les valeurs restent inconnues. Les résultats ne nous ont pas été transmis. Quelques années auparavant, 3 ans auparavant, elle nous a été présentée au début du mois de mai pour un pyomètre qui a été, bien pris en charge chirurgicalement, médicalement. Tout s'est bien rétabli et à cette époque-là, il y avait vraiment une augmentation de l'activité des alates à 385, l'activité des phosphatases alcalines à 626 et les gamma-GT également étaient augmentés. Hop. Donc, à son contrôle, 15 jours après son opération, voici le bilan qui a été réalisé chez Enigme. Donc, on en a profité pour refaire un bilan biochimique. Donc là, je vous représente les résultats obtenus pour l'activité des différentes enzymes hépatiques, qui confirment toujours une augmentation de cette activité, que ce soit pour les enzymes de la cytolyse classiquement ou des enzymes plutôt de type cholestase, bien qu'il y ait un diagnostic différentiel et vous savez qu'elles ne sont pas ultra spécifiques l'une et l'autre de ces affections-là. Au niveau, du reste du bilan qui a été réalisé, il a été, réalisé un hémogramme qui n'a présenté aucune anomalie particulière et une analyse d'urine également qui n'a présenté aucune anomalie particulière. Donc si on fait un petit bilan par rapport à l'augmentation de cette activité des enzymes hépatiques dont on connaît les valeurs entre le début du mois de mai et 15 jours après, puisqu'avant on ne les connaissait pas, il y a effectivement une tendance à l'augmentation, si ce n'est, pour les phosphatases alcalines pour lesquelles il y a eu une diminution. Alors on discutera peut-être tout à l'heure du pourquoi une diminution des phosphatases alcalines, hem, par rapport au reste, je vous reposerai la question tout à l'heure. D'après le premier bilan dont on a discuté là, maintenant, est-ce que vous pensez, donc je vais vous laisser répondre au petit quiz, que l'on peut déjà établir qu'il puisse y avoir une insuffisance hépatocellulaire chez Enigme? Donc vous pouvez choisir oui, non, probablement, peu probablement ou on ne sait pas. Donc je regarde vos réponses. J'attends que certains d'entre vous aient le temps de répondre. Alors, la première réponse qui sort, c'est on ne sait pas et je suis bien d'accord avec vous. Hop, si mon PowerPoint veut bien marcher. On ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on s'est focalisé sur l'activité des enzymes hépatiques chez Enigme, parce que c'était ce qui était ressorti déjà anormal sur les bilans précédents. Mais c'est loin d'être un bilan, biologique complet pour évaluer la fonction hépatique. On est bien d'accord. Ce sont des Pour les ALAT et les ASAT, c'est plutôt un bilan lésionnel éventuellement. Pour les, gamma-GT et les phosphatases alcalines, ça commence à rentrer un peu dans la fonction, mais c'est bien loin de pouvoir être représentatif de ce qui se passe réellement et de pouvoir établir s'il peut y avoir une insuffisance hépatocellulaire ou pas, en sachant bien sûr que, l'insuffisance hépatocellulaire va pouvoir être mise en évidence par différents marqueurs biologiques, notamment au niveau biochimique, mais que souvent, les dégâts au niveau du foie sont déjà bien là, bien établi, avant qu'on puisse avoir déjà une évolution sur ces marqueurs-là. Donc je vous présente le bilan biologique d'Enigme.
Alors pour faciliter les choses, hein, dès lors qu'il y a une variable qui est en dehors de l'intervalle de référence, elle ressortira en rouge pour toute la présentation. Donc, voilà, brièvement, on a fait un bilan, assez complet, comprenant la glycémie, la créatinémie, l'urémie, les protéines totales, albumine, bilirubine totale, l'ammoniémie, les créatines kinases, l'activité et cholestérol, triglycérides, pardon. Donc un bilan relativement bien complet, pour compléter avec bon nombre de marqueurs qui peuvent évoluer en cas d'insuffisance hépatocellulaire, tels que la glycémie, l'urémie, les protéines totales, enfin l'albumine essentiellement, la bilirubine totale, pourquoi pas, ammonium et cholestérol surtout. Hop, donc là, on est bien d'accord qu'il n'y a rien qui a bougé de façon significative. Nous avons également fait un ionogramme chez notre petite chienne qui n'a rien établi comme anomalie. Tout va bien à ce niveau-là. Donc maintenant, je vous repose la même question. Y a-t-il une insuffisance hépatocellulaire chez Enigme à ce stade-là? Oui, non, probablement, peu probablement, on ne sait pas. Donc je vous laisse répondre tranquillement. Alors, la première réponse qui sort est non ou peu probable. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est soit l'une, soit l'autre. Le non est un petit peu restrictif. Ça voudrait dire qu'avec tous les marqueurs biologiques qu'on a fait, on est certain qu'il n'y a pas d'insuffisance hépatocellulaire. C'est un peu restrictif. Je préférerais dire que dans notre cas, vis-à-vis du tableau biologique que l'on a, l'insuffisance hépatocellulaire est peu probable. Il y a possiblement des dégâts au niveau, hépatique, mais de là à dire qu'il y a une insuffisance hépatocellulaire, ça reste peu probable. Donc voici la question suivante maintenant qui en découle. Que manque-t-il à votre avis au bilan fonctionnel hépatique d'Énigme pour pouvoir plus ou moins essayer de répondre à cette question? Donc du coup, c'est une question ouverte. Du coup, ici, il n'y aura pas de quiz. Vous allez pouvoir répondre directement dans le chat, si vous le souhaitez. Alors, excusez-moi, j'ai pas encore l'habitude. Alors je regarde ce que vous me répondez gentiment. Heu, alors j'ai surtout les acides biliaires qui ressortent. Une personne m'a répondu les facteurs de coagulation. OK, donc c'est vraiment principalement les acides biliaires qui sont ressortis. Ben, je suis d'accord avec vous. Les acides biliaires vont nous permettre d'établir s'il y a vraiment un dégât lésionnel et essayer d'alourdir ou pas le bilan fonctionnel hépatique, savoir si vraiment la fonction hépatique peut être touchée ou pas. Après, ce n'est pas ultra spécifique, ça ne nous permettra pas de savoir de quoi souffre le foie, d'accord, clairement, mais ça peut essayer de préciser les choses à ce niveau-là. Après pour les facteurs de coagulation, ça fait partie du bilan fonctionnel hépatique, hein, qu'on peut réaliser bien sûr, puisque secondairement à une atteinte hépatique assez importante et sévère, on peut avoir une diminution de production notamment, soit du fibrinogène, soit des autres, facteurs de coagulation et du coup un bilan d'hémostase qui peut être un petit peu bouleversé. Effectivement. Mais, c'est vraiment plus une conséquence, alors que les acides biliaires vont essayer de mettre un peu plus le doigt sur, comment fonctionne le foie ou pas. Voilà. Donc voici le test, donc la cinétique des acides biliaires qui a été réalisé chez notre, petite chienne. Donc vous avez le résultat, des acides biliaires en préprandiaux et en postprandiaux. Donc il en ressort que les acides biliaires en postprandiaux sont fortement augmentés. On est largement au-delà de l'intervalle de référence et même au-delà de certains seuils que l'on se donne pour savoir si effectivement il y a réellement une atteinte. Alors qui peut être secondaire ou primaire, notamment dès lors qu'on dépasse les 25, 30 micromoles par litre, c'est souvent significatif de vraiment quelque chose qui va se passer au niveau du foie, mais que ça peut être une atteinte primaire ou secondaire et c'est vrai que dès qu'on dépasse les 40 micromoles, souvent on peut se dire: «Bon, bah, c'est possiblement une atteinte primitive», mais
primaire, mais dans tous les cas, il y a pas de seuil réel, qui permette de dire, ça va être telle affection ou telle affection. Donc là, effectivement, les acides biliaires postprandiaux sont beaucoup trop élevés. Donc il y a un problème, au niveau de cette prise en charge des acides biliaires par le foie, mais ça ne nous dira pas si c'est une atteinte vasculaire ou si c'est une atteinte réellement hépatocellulaire. Ça, par enchymateuse, on ne peut pas le savoir. Comment expliquer l'augmentation de l'activité des enzymes hépatiques? Parce que depuis le départ, on dit qu'Enigme a une augmentation de l'activité des enzymes hépatiques, mais du coup, chez elles, à votre avis, qu'est-ce qu'elles, mettent en évidence principalement? Alors plusieurs réponses sont possibles, hein, bien sûr, hein. Donc n'hésitez pas à répondre, il y a pas de souci, même s'il y a des réponses fausses, on est là pour, réajuster le tir, s'il y a des choses qui ne sont pas bien comprises. Donc vraiment, je ne vous ligotez pas, l'esprit et les mains, essayez de voter, c'est avec plaisir que je peux voir le résultat de vos pensées. Alors si je regarde, il y a un bon nombre de votes pour ce qui est cytolyse hépatique, cholestase. Ensuite, pour les 3 autres possibilités, ça se réduit drastiquement. Donc si on prend les choses, une à une, effectivement, on va avoir une partie, très probablement de cholestage et de cytolyse hépatique, de par l'activité des enzymes hépatiques telles que les ALAT, ASAT et pour la cholestase, gamma-GT et phosphatase alcaline. Bien que, on peut tout à fait avoir également une part d'induction enzymatique, hein, pour ces enzymes, ne serait-ce que, on est chez une chienne, je vous rappelle et que par l'induction, liée aux corticoïdes, aux stéroïdes, on peut tout à fait avoir une augmentation de l'activité de ces enzymes-là. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une augmentation aussi de l'activité enzymatique des GGT nous amène à penser qu'il y a non pas seulement qu'une induction, mais probablement aussi très certainement de la cholestase. Alors l'induction, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les bilans biologiques d'Enigme, au départ, les phosphatases alcalines avaient une activité qui était bien plus importante qu'au post-opératoire, 15 jours après. On peut se demander, par exemple, si cette diminution de l'activité des phosphatases alcalines ne pourrait pas être liée, au stress, au stress corticoïde engendré, par exemple, par, le piomètre dont elle souffrait au départ, dont on l'a débarrassé. Alors même si en 15 jours, bon, c'est pas forcément évident qu'on puisse voir déjà un effet en levant ce stress-là pour l'animal. Après, on dit que les corticoïdes ont souvent un effet jusqu'à 6 semaines à peu près sur un bilan biologique. Mais on peut imaginer pourquoi pas une amélioration déjà, par ce biais-là. Pourquoi pas chez Enigme? Alors que l'activité des ALAT, elle avait continué à augmenter. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a un souci au niveau hépatique, hein, on le sait, les acides biliaires nous l'ont confirmé. Que proposez-vous pour la suite des événements? Pour la prise en charge au niveau, pour avancer tout simplement au niveau du diagnostic? Qu'est-ce que vous conseilleriez, et qu'est-ce que vous voudriez faire surtout pour avancer un petit peu? Donc, je vous laisse choisir entre cytologie hépatique, biopsie hépatique, sérologie, leptospirose, bactériologie sur la bile ou sur le foie, imagerie comprenant de l'échographie par exemple, un angioscanner ou autre, ou alors on attend, l'animal va bien. C'est vrai, cliniquement, Énigme va très bien. C'est peut-être transitoire. Donc, je vous laisse choisir quelque chose. Bien sûr, il y a plusieurs réponses possibles, hein. Là, c'est vraiment qu'est-ce que vous auriez envie de faire maintenant en seconde intention chez Enigme pour en savoir, un petit peu plus pour avancer, pour essayer de trouver la cause, éventuelle de cette atteinte, hépatique qui a été confirmée avec les acides biliaires. Alors, je vois que bon nombre d'entre vous ont envie de réaliser une imagerie, donc je suis d'accord. L'imagerie fera partie du bilan, de la suite des événements pour Enigme. Ensuite vient la biopsie hépatique. Alors, la biopsie hépatique, j'ai envie de dire oui, on chez Enigme, on va en avoir besoin à un moment donné, très certainement. Après, est-ce que je le fais tout de suite, là, maintenant? On peut essayer de voir si on peut avancer un petit peu plus. Par exemple, est-ce que c'est possible de faire une cytologie chez Enigme qui peut-être nous apportera pas mal d'informations? Mais effectivement, les biopsies hépatiques feront partie de la prise en charge pour essayer de comprendre cette atteinte hépatique. La bactériologie aussi sur une ponction de bile.
Et puis pourquoi pas aussi du foie, peut être tout à fait intéressante pour voir si, il peut y avoir un agent infectieux de type bactérien dessous. Comme un agent infectieux aussi avec une atteinte hépatique, bien sûr qu'une sérologie leptospirose serait tout à fait, intéressante. Quant à la réponse, on attend, l'animal va bien, c'est peut-être transitoire, je suis d'accord avec vous, c'est toujours la clinique qui prime. En revanche, dès lors qu'on a une atteinte hépatique qui a en plus été confirmée et de toute façon, il y avait une dégradation de l'activité de ces enzymes hépatiques dans le temps, depuis bien longtemps, on ne peut pas laisser énigme si on a la capacité de le faire et j'allais dire le feu vert de la part des propriétaires, heu, se dégrader à ce niveau-là, puisqu'après, plus le foie va se dégrader, plus on va arriver à un état d'irréversibilité et les dégâts vont être bien plus importants par la suite. Donc non, on ne laissera pas l'animal comme ça tranquillement si on a la capacité de pouvoir avancer au niveau diagnostic. Donc, au cours de ce suivi, ce qui a été réalisé assez rapidement, c'est une sérologie leptospirose qui est revenue négative dans un premier temps. Ensuite, les propriétaires ont accepté de réaliser de l'imagerie médicale, notamment, un angioscanner. Bon, il y a une échographie aussi également, hein, mais qui a révélé des anomalies pas forcément très précises, et qui sont tout à fait corrélées aux résultats de l'angioscanner. Donc je vous ai mis les résultats de l'angioscanner qui, rapportaient une taille plutôt limite de ce foie, une légère adénomégalie au niveau des nœuds lymphatiques hépatiques, et associé à cela, il a été réalisé des cytologies qui ont permis de suspecter, une possible, hépatite neutrophilique. C'est-à-dire qu'en gros, on avait des hépatocytes et quelques neutrophiles. Mais honnêtement, la cytologie n'est pas du tout l'examen complémentaire de choix lorsqu'on veut un diagnostic précis pour une atteinte hépatique. Lorsqu'on veut regarder s'il y a une tumeur, lorsqu'on veut exclure quelque chose ou si on cherche un agent infectieux, notamment bactérien, c'est tout à fait une bonne idée. Quand on a des masses ou des choses comme ça, la cytologie peut tout à fait être intéressante. En revanche, pour tout ce qui va être strictement inflammatoire, non seulement on n'a pas accès à l'architecture, donc on ne sait pas où se trouve l'inflammation dans le parenchyme hépatique, si c'est localisé au niveau, plutôt, des espaces portes, si c'est plutôt vraiment dans le parenchyme hépatique et cetera. Donc pour l'inflammation, c'est relativement limité. Mais dans un premier temps, malheureusement, les propriétaires ont décliné la réalisation de biopsie. Donc du coup, ben, la cytologie a été faite en 1re intention, mais qui n'a pas forcément apporté beaucoup d'informations, si ce n'est un état inflammatoire possible. Mais avec la contamination en plus par le sang, c'est souvent délicat d'être certain qu'il y ait une inflammation sur le foie en cytologie. Donc les propriétaires ayant refusé la biopsie, beh, il a été établi de réaliser un suivi assez, important enfin, en tout cas assez régulier pour, Énigme, pour, détecter une éventuelle dégradation soudaine et pourquoi pas du coup, bah, reproposer les biopsies aux propriétaires si, s'ils l'acceptent. Au cours d'une vaccination, donc là, c'était un suivi, mais vraiment au point de départ, Énigme était présenté pour, sa vaccination, sans anomalie de l'état général, monstrueuse, peut-être une chaîne un peu moins en forme, mais rien de catastrophique. Il a été, mis en évidence par le vétérinaire traitant une forte augmentation, toujours de l'activité, des alates et également encore une fois, cette fois-ci, des phosphatases alcalines. Donc dans le temps, on n'a qu'une dégradation, hein, au niveau de l'activité des alates et puis aussi une dégradation au niveau de l'activité des phosphatases alcalines. À savoir toutefois, je vous le remets juste pour mettre, un nouveau rappel, ces dosages ont été réalisés avec un autre analyseur. D'accord? Les dosages précédents étaient réalisés par l'analyseur des cliniques, de notre école. Là, c'était l'analyseur du vétérinaire. Donc c'est pas qu'on ne peut pas les comparer, mais je vous rappelle qu'il est toujours mieux de comparer l'écart par rapport à la valeur haute de l'intervalle de référence de l'analyseur en question, et de voir si l'écart s'est dégradé, s'est empiré ou pas par rapport au dosage précédent. Puisque pour tout dosage d'activité enzymatique, on ne peut pas comparer, chiffre par chiffre, enfin résultat chiffré par résultat chiffré, des données qui viennent de 2 sites différents. Parce qu'on a une variabilité qui peut interlaboratoire qui peut être très importante. Donc au vu de cette dégradation, Énigme nous a été rapporté à l'école vétérinaire pour refaire un bilan plus complet et essayer de comprendre cette dégradation, cette évolution non satisfaisante. Donc au niveau de l'activité des alates, ça s'est empiré. C'est même pire avec notre tomate d'ailleurs. Des azates, c'est toujours un peu augmenté. L'activité des phosphatases alcalines a encore beaucoup, beaucoup augmenté. Les GGT, c'est pareil. En revanche, le reste du bilan est toujours resté relativement correct au niveau biochimique. L'hémogramme n'a toujours pas présenté d'anomalie et au niveau de l'analyse d'urine, on a une densité urinaire qui est à peu près correcte et par contre une bilirubinurie à 2 croix. Alors,
La bilirubinurie chez le chien, ça peut être physiologique, hein. On dit qu'on peut avoir une croix de façon tout à fait physiologique. On peut même avoir 2 croix sur des urines qui vont être très concentrées. Là, c'est vrai que les urines d'énigme sur cette analyse d'urine ne sont pas très concentrées, donc on a une bilirubinurie qui commence à devenir pathologique, très certainement chez Enigme, et on est certainement à l'augmentation précoce de la bilirubinémie qui est restée encore dans l'intervalle de référence au niveau biochimique, mais au niveau urinaire, on a commencé à la détecter. Donc une aggravation, donc du coup, bah, pour les, propriétaires, il a été, fortement recommandé de maintenant essayer d'accepter dans la mesure du possible les biopsies hépatiques pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe au niveau du foie et de faire un peu un état des lieux, pour Énigme. Donc y a-t-il une contre-indication aux biopsies d'après vous, à ce niveau-là? Je vous laisse répondre tranquillement. Donc la plupart d'entre vous me répondent que c'est à rechercher. Effectivement, bien sûr, quand on veut faire des biopsies hépatiques chez un animal qui commence à présenter de nombreux signes d'atteinte hépatique, heu, alors de dysfonctionnement, on n'en a pas tant que ça, si ce n'est l'augmentation des acides biliaires. Il faut vraiment faire attention, une contre-indication est absolument à rechercher au niveau de tout ce qui va être hémostase. Donc un bilan d'hémostase a été réalisé chez Enigme. Je vous rappelle que la numération plaquettaire a été correcte à l'hémogramme. Donc il a été réalisé un petit bilan avec, la mesure du TCA, du TQ et du fibrinogène qui est revenu dans l'intervalle de référence, avec si ce n'est toutefois si on a quelque chose à remarquer, c'est qu'on a tendance à être dans les valeurs hautes, mais ça reste tout à fait dans l'intervalle de référence. Il est vrai qu'on est très, très frileux et qu'il y a une contre-indication absolue aux biopsies hépatiques et généralement une, diminution de la fibrinogénémie. Ça, c'est une réelle contre-indication, et là, on n'y est pas du tout donc pour l'instant, on est assez confortable et assez confiant, et les biopsies, ont été réalisées, pour Énigme. Donc ces biopsies, ces fameuses biopsies qu'on a enfin pu, réaliser, nous ont apporté pas mal d'informations. Heu, alors, qu'est-ce qu'on a pu retrouver chez Enigme? C'est une hépatite chronique. Bon, bah, chronique, on peut s'en douter puisque ça fait plusieurs années qu'il y a quand même, quelque chose qui semble, affecter le foie chez Enigme. Que cette atteinte, elle est active, donc ce qui explique un peu cette dégradation au fur et à mesure jusqu'à ce point-là où on a fait des biopsies. Il y a pas d'amélioration et ça explique que ce soit enfin, c'est cohérent avec le fait que ce soit actif d'un point de vue, anatomopathologique. Diffus, c'est intéressant aussi de le savoir, c'est que c'est pas uniquement centré sur les espaces portes ou autres. Sévère, bah, au vu de l'augmentation très importante de l'activité des enzymes, et de l'évolution, on commençait à s'en douter. Et pour autant, c'est vrai qu'on n'a pas tant, de marqueurs biologiques d'insuffisance hépatocellulaire qui sont dans le rouge, hein. On n'a pas encore d'hypoalbuminémie, d'hypourémie, d'hypoglycémie et cetera. Et pour autant, l'atteinte est toutefois sévère d'un point de vue anatomopathologique. D'évolution cirrhotique en plus, donc c'est-à-dire qu'il y a de la fibrose qui se met en place et qu'il y a, des lésions irréversibles qui se mettent en place au niveau du foie d'énigme. Avec, en plus une inflammation qui est plutôt à caractère mixte, neutrophilique et lymphoïde, et puis des nodules d'hyperplasie régénération. Ça, bon, avec une évolution cirrhotique, on peut s'y attendre un petit peu. Ce qui a en plus été observé à l'anatomopathologie, c'est un doute sur une, surcharge en cuivre dans certains hépatocytes. Donc ce que l'on fait, après une analyse anatomopathologique souvent et quand il y a une atteinte hépatique, encore parfois même systématiquement, une coloration de rhodanine qui va mettre en évidence en fait l'accumulation de cuivre dans les hépatocytes, et une accumulation qui a été gradée, de l'ordre de 3/5 dans les hépatocytes a été observée. Donc il y a des hépatocytes qui sont surchargés en cuivre, chez Enigme. Un dosage plus précis quantitatif, de ce cuivre dans les hépatocytes a été réalisé sur un morceau de biopsie, et il a réellement mis en évidence une surcharge en cuivre quantitativement, de façon assez importante chez Enigme. Alors après,
quant à savoir si cette surcharge en cuivre est le point de départ de ce trouble hépatique, de cette atteinte hépatique lésionnelle, ou est-ce que c'est, tout à fait secondaire à un autre point de départ lésionnel sur le foie, et qui du coup, secondairement, on a une accumulation en cuivre qui ne fait qu'aggraver les choses en quelque sorte puisque c'est toxique. Là par contre, on ne peut pas vraiment, faire la part des choses. Ça reste un peu compliqué chez Enigme. Le fait qu'il y ait un infiltrat lymphoïde a permis de penser que potentiellement, il pouvait peut-être y avoir, un point de départ inflammatoire, dysimmunitaire par exemple. C'était pas une inflammation neutrophilique suppurée qui pourrait évoquer quelque chose d'un agent infectieux en particulier ou autre. Ça restait une inflammation un peu, je ne vais pas dire quelconque, mais, qui montre une inflammation active, avec un côté chronique, et bien établi. Ça dure depuis longtemps. Il y a en plus une surcharge en cuivre, mais après pour l'instant, quant à l'étiologie précise de cette affection hépatique, on ne peut pas réellement le déterminer précisément chez Hennig. Ce n'est pas une race qui est particulièrement, congénitalement, prédisposée à l'accumulation en cuivre. C'est pas un Bedlington Terrier, un Skye Terrier, et cetera. Mais effectivement, on a une surcharge en cuivre, en tout cas, dans son atteinte lésionnelle, chez Enigme. Donc du coup, un traitement a été mis en place, hein, qui a essayé de cibler toutes ces modifications qu'on a pu voir sur la NAPAT. Alors la NAPAT, c'est vraiment, j'ai envie de dire, quand on veut essayer de comprendre de quoi souffre, enfin de quelle affection hépatique souffre, un animal, c'est vraiment, j'ai envie de dire un peu l'examen, le gold standard de toute façon, pour essayer de voir quels territoires sont touchés, comment ils sont touchés, si c'est chronique, s'il y a déjà de la fibrose qui est mise en place, si, ça donne vraiment énormément d'informations. La cytologie, pourtant j'adore la cytologie, hein, du foie, elle va aider à exclure beaucoup de choses. Des fois, on va avoir de la chance de voir certaines choses, surtout pour tout ce qui va être inflammation, associée à des agents infectieux ou autres, des tumeurs. Mais pour un bon nombre d'hépatites chroniques, nous ne sommes pas suffisamment performants pour pouvoir établir de quel type d'inflammation, il s'agit et du coup de quel type d'étiologie, l'animal peut souffrir. En tout cas, pour les traitements, il a été mis en place de la pénicillamine liée à la mise en évidence de surcharge cuprique, du coup, qui va essayer en fait, qui est une espèce de chélateur du cuivre, qui va essayer de permettre de limiter, de diminuer cette accumulation de cuivre, au niveau du foie. Donc ça, c'est un traitement de fond, hein, ça peut durer des mois et des années en fonction de l'animal. Ensuite, il a été mis aussi dans le traitement, de la prédnisolone pour son effet alors anti-inflammatoire. Je vous rappelle qu'il y avait un contexte inflammatoire. On suspecte pourquoi pas une atteinte immunitaire, donc d'où l'utilisation de prédnisolone. Son effet aussi un peu antifibrosant parfois, et cholérétique. Ensuite, pour l'acide, urso-désoxycholique, donc c'est un acide biliaire hydrophile qui va permettre de limiter en fait l'absorption des mauvais acides biliaires, heu et du coup d'améliorer un petit peu, cette excrétion des acides biliaires, qui est un petit peu défaillante, je vous rappelle, au vu de la cinétique, des acides biliaires chez Enigme. Et enfin la S-adénosylméthionine, qui a été mise en place, pour son effet un petit peu antioxydant que l'on peut recommander dans les affections hépatiques chroniques, chez le chien. Donc à partir de là, on a encore réalisé un suivi bien fréquent chez Enigme pour essayer de voir si déjà tout ce package de traitements, de médicaments, de molécules permettrait d'essayer en tout cas d'enrayer cette atteinte hépatique, et d'améliorer un petit peu les choses. Donc 2 mois après, il a été réalisé un nouveau bilan biologique chez Enigme, qui a été malheureusement assez décevant. Si vous regardez les résultats de l'activité des enzymes hépatiques de type ALAT chez Enigme, clairement, je l'évolution sur 2 mois, elle n'est pas du tout satisfaisante. Certes, on a diminué, mais c'est rien du tout par rapport à l'augmentation de base. Quant aux azates, c'est pareil. Sur l'activité, des phosphatases alcalines, on a diminué de façon assez plus importante, j'ai envie de dire. En revanche, sur les GGT, beaucoup moins. Donc c'était pas un bilan, satisfaisant puisque, on devrait s'attendre quand même à avoir, une augmentation, une diminution de l'activité de ces enzymes assez importante avec tout le package thérapeutique qui a été mis en place chez Enigme. Alors pour la petite histoire, sur les biopsies en plus d'Enigme, il a été décidé de, rechercher, plus précisément la leptospirose. Certes, il y avait une sérologie qui avait été réalisée, bien avant, mais au vu de la forte dégradation de l'activité enzymatique,
des activités enzymatiques chez Enigme, il a été décidé de s'assurer, qu'il n'y ait vraiment pas de leptospirose dessous et une fiche, directement sur les biopsies, a permis de mettre en évidence des leptospires et la PCR réalisée sur sang et sur urine sur, Enigme, est revenue positive à cette époque-là. Donc par conséquent, on a rajouté un antibiotique dans le traitement, de la doxycycline, pour, traiter une leptospirose, chez Enigme, qui pourrait expliquer pourquoi pas la non-évolution, positive de l'activité enzymatique. Mais dans tous les cas, l'examen anatomopathologique du foie d'Enigme a révélé qu'il y avait une hépatite chronique et ça depuis très longtemps et ce n'est pas uniquement lié à, une leptospirose. Très probablement pas. Donc est-ce que chez Enigme, il y a eu ce package, ce fond d'hépatite chronique, qui, continuait d'évoluer petit à petit à bas bruit avec, un accès suraigu d'hépatite, associé à une infection, par la leptospirose? Potentiellement. Donc encore une fois, le suivi régulier va essayer de permettre de voir si, tout ce package thérapeutique a permis d'améliorer les choses ou pas. Donc elle a été suivie régulièrement et à titre d'exemple, quelques mois plus tard, hein, là on est 5 mois plus tard après la positivité pour la leptospirose, un bilan biologique a été réalisé chez Enigme et vous pouvez voir que, l'activité enzymatique des ALAT, des azates, a bien diminué, que celle de l'activité des phosphatase alcaline et des GGT aussi a bien diminué et c'est une évolution tout à fait positive. D'un point de vue clinique, Enigme se portait relativement bien, tout à fait positive, avec ce package thérapeutique qui a été mis en place. Donc il a été, recommandé de continuer le traitement de fond de l'hépatite chronique. Là, c'est juste pour vous remontrer, l'évolution de l'activité enzymatique des ALAT, azates, PAL et GGT. Là où il y a les petites étoiles, c'est pour vous rappeler, que ces dosages n'ont pas été réalisés dans le même lieu que les autres points, les autres timings. Et qu'effectivement, dès lors qu'on a mis en place le traitement, alors qui prenait en charge un traitement de fond d'une hépatite chronique, il n'y a pas eu tout de suite d'amélioration et dès lors qu'on a mis en place, en plus, la les antibiotiques, hem, pour traiter une leptospirose, tout est revenu, assez rapidement dans l'ordre. Donc pour Enigme, très potentiellement, Enigme souffre d'une hépatite, chronique, qui commence à évoluer de façon assez importante, hein, avec un côté cirrhotique et cetera. Donc vraiment un suivi biologique à suivre de façon, assez importante. Hop, excusez-moi, j'espère que mon ordinateur ne va pas s'éteindre en live. Je reprends le cours de mon cheminement, je disais quoi? Oui, un fond d'hépatite chronique avec un accès suraigu d'hépatite, lié à une leptospirose, et que du coup, le bilan biologique, un suivi biologique est très, très important. Ah encore une fois, on peut redoser encore les acides biliaires pour voir s'il y a une amélioration ou pas. Hem Dans le temps, et puis suivre tous ces marqueurs potentiels d'insuffisance hépatocellulaire pour voir si un jour malheureusement, ça peut se dégrader, à ce niveau-là, que sont, la glycémie, l'urémie, albuminémie, cholestérol et cetera, hem, chez Enigme. Hop, je regarde si vous avez une question particulière pour Enigme. Alors oui, on a quelques questions, j'en ai affiché une à l'écran là. Ah oui, pardon. Combien de temps la doxycycline? Alors, c'est une bonne question, pour la thérapeutique. Je ne pourrais pas vous dire précisément dans ce cas-là combien de temps ils l'ont mis. Je sais que c'est long, mais j'avoue que je ne suis pas interniste, donc je vais pas répondre à cette question, je suis désolée. Mais oui, il me semble que c'est à minima 3 semaines. 2 semaines, 3 semaines, mais c'est à vérifier. Je ne pourrais pas vous donner, précisément la durée. En tout cas, j'espère que ce cas vous a permis de mettre en évidence vraiment l'importance de suivre biologiquement dans le temps, quitte à ce que l'animal soit son propre point de référence, quand on veut établir s'il peut y avoir, une atteinte hépatique qui se met en place, ou pas. Quel est votre choix de prescription pour, je suis désolée, si j'ai beaucoup de questions thérapeutiques, je suis désolée, je ne peux pas trop vous répondre. Je suis pas interniste à la base, hein. Je suis vraiment spécialisée biologie médicale, donc du coup, ça va être, assez limité. Je pourrais pas vous répondre à cette question. Oui, lepto malgré les vaccins, oui, c'est une bonne question. Toutefois, tous les examens biologiques étaient positifs. À la fois la fiche qui va aller chercher directement la bactérie sur des biopsies, et puis la PCR, donc il y avait vraiment une infection par une leptospirose. Effectivement, cet animal était censé être, correctement vacciné.
Bon, beh, écoutez, maintenant on va passer au prochain cas, qui est Noël, dont vous aviez aussi le bilan biologique, pour en discuter. Alors Noël, c'est une chatte stérilisée européenne de 14 ans qui est venue pour abattement, anorexie et adypsie depuis 3 jours. Donc assez aigu comme, expression clinique pour les propriétaires. Elle a présenté également un vomissement non alimentaire la veille, et de la diarrhée, depuis quelques jours avant la consultation. Au niveau des antécédents médicaux pour Noël, il n'y a rien de particulier à signaler. Elle n'est en revanche pas bien, médicalisée dans le sens où elle n'est pas bien vermifugée, elle n'est pas bien suivie au niveau des antiparasitaires externes et ses vaccinations ne sont pas à jour. Donc pour l'examen clinique pour Noël, on a un état général qui est relativement moyen, un score corporel qui n'est que de 3 sur 9. Elle présente une déshydratation à 5. Au niveau, des muqueuses, elles sont ictériques et sèches. Le TRC, est inférieur à 2 secondes. Pas d'anomalie à l'auscultation cardiovasculaire. Les pouls sont bien présents et nets et concordants pour le fémoral. L'appareil respiratoire, une courbe respiratoire qui est normale, pas d'anomalie à l'auscultation. Pour la palpation abdominale, en revanche, on a un abdomen qui est relativement distendu et inconfortable. Autre remarque à l'examen clinique, cet animal semble être assez amyotrophié. Donc dans le différentiel, notamment au point de vue clinique, il y a ce vomissement qui est apparu, en plus de cette anorexie, adypsie et abattement. Donc bon, pour le différentiel, vous le connaissez tous, hein. On va avoir tout ce qui va être extra-digestif avec des maladies endocriniennes comme l'hyperthyroïdie, le diabète sucré, des atteintes d'organes abdominaux, dont les hépatopathies, pancréatite, péritonite, des tumeurs. Plus précisément ou pas, une atteinte neurologique et pour le digestif, on va avoir tout ce qui va pouvoir soit impacter l'estomac, le tube digestif de façon plus globale, hem et puis, tout ce qui va être, un peu plus centré sur l'intestin grêle et le gros intestin. Donc après, on a un différentiel qui est relativement large, hein, ça peut aller de l'intolérance alimentaire, allergie, intoxication, toxique, tumeur, inflammation particulière, parasitisme et cetera. Donc ça reste relativement vaste. Donc dans tous les cas, on va être obligé de s'appuyer sur un bilan biologique de base pour essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se passer et surtout explorer cet ictère qui est toutefois un signe, clinique qui va être tout à fait particulier et intéressant à investiguer chez Noël. Donc dans le différentiel, vous le savez, de l'ictère, il faut savoir déjà si c'est un ictère préhépatique, hépatique, post-hépatique. Dans ce bilan biologique, il a donc été décidé de réaliser un hémogramme et un frottis. Donc, vous avez le résultat d'un hémogramme qui a été obtenu avec un cytomètre de flux. Donc, pour ceux qui en ont chez eux, ça peut être, à titre d'exemple, hein, le ProCyte, ProCyte One, LaserCyte, HD5, pour en citer que quelques-uns, mais la liste peut être, plus large. Donc, ce sont des automates, hein, qui vont identifier les cellules de par leur taille et leur complexité interne. Au niveau des résultats chiffrés, je vous rappelle brièvement la démarche quand on lit un hémogramme, hein. On va s'intéresser d'abord aux valeurs, des résultats des rouges, en s'assurant qu'il n'y a pas déjà d'erreur d'aberration particulière. Donc on doit respecter un rapport de 3 à peu près entre l'hémoglobine hématocrite, ce qui est le cas ici. On ne peut pas avoir une CCMH supérieure à 40, ce qui n'est pas le cas ici, donc là ça paraît relativement cohérent. La seule anomalie est une hypochromie. Alors honnêtement, une diminution de la CCMH assez légère toute seule sans anémie, c'est difficile de l'interpréter, non particulièrement parce que la CCMH est une valeur qui est, calculée. C'est l'hémoglobine divisé par l'hématocrite et qui est vouée à un peu plus d'erreur que pour des choses qui sont mesurées. Donc honnêtement, je ne vais pas y apporter plus d'importance que ça. Pour le reste de l'hémogramme, on a une leucocytose modérée qui serait associée à une neutrophilie et une monocytose d'après mon automate. Et enfin, pas de thrombopénie particulière ou de thrombocytose rapportée. En revanche, si nous voulons savoir si nous pouvons valider ou pas les résultats chiffrés concernant les blancs, on va aller regarder les nuages de points. Concernant les rouges, je vous rappelle qu'en cytométrie de flux, il faut que chaque nuage de points ait sa propre couleur, chaque nuage de points devant correspondre à une population cellulaire en particulier et que chaque nuage de points soit bien distinct. Donc ici, on a bien le nuage de points des rouges, le nuage de points des plaquettes ici et une queue de comète pour les rétiques. Tout est relativement bien distinct. Pour tout ce qui va être rouge et réticulocytes, je valide. Pour ce qui est des blancs, vous avez les graphiques pour Noël et les graphiques pour un animal sain. On a normalement les neutrophiles ici, les éosinaux ici, les lymphos ici et les monos ici.
On est censé avoir chaque nuage de points qui est bien distinct. Ici, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous le voyez par rapport à un animal sain. Normalement, les lymphocytes sont ici, puis après il y a un petit nuage de points qui se sépare, qui sont les monocytes. Et ici, on a l'impression d'avoir un petit peu, une droite ici, puis une droite ici qui se croisent ici dans cette région. Normalement, on n'a pas de croisement. Donc effectivement, pour tout ce qui va être comptage des lymphocytes et des monocytes, je ne validerai pas ce résultat. Et en plus, pour les neutraux, il est directement accolé à cet autre nuage. Je ne suis pas sûre que la séparation est bien distincte non plus. Donc est-ce qu'il y a réellement une neutrophilie ou une monocytose? Je ne sais pas. Je vais être obligée de regarder le frottis sanguin pour m'en assurer ou au contraire l'infirmer. Et puis essayer de comprendre pourquoi cet automate a eu quelques difficultés à identifier les populations cellulaires. Si un automate d'hématologie a des difficultés à identifier une population cellulaire, c'est que cette population présente des anomalies morphologiques, puisque lui, on lui apprend à reconnaître des cellules normales, physiologiquement normales. Donc s'il n'arrive pas à les identifier, que les nuages de points sont modifiés, c'est qu'il faut s'attendre à avoir des anomalies morphologiques chez le leucocyte qui font que cet automate a été troublé. Donc là, vous avez les résultats de l'analyse de l'hémogramme, donc d'un frottis sanguin complet par un CleanPath, mais peu importe, ça pourrait être vous à votre microscope. Concernant les rouges, il a été noté la présence de nombreux rouleaux. Alors des rouleaux, qu'est-ce que c'est? Ça va être des formes en empilement d'assiettes comme ça, des hématies qui vont mal se détacher les unes par rapport aux autres. Donc au niveau du différentiel des rouleaux, de la présence de nombreux rouleaux sur un frottis sanguin, alors il est assez large et pas tant que ça en fait au final. Les rouleaux, soit c'est associé à un hématocrite qui va être très élevé, par exemple, ce qui n'est pas le cas ici, il est tout à fait normal chez Noël. Soit ça va être associé à un contexte d'hyperprotidémie ou de dysprotidémie. Alors ce contexte d'hyperprotidémie ou dysprotidémie, un différentiel, ça peut être tout à fait une déshydratation, une inflammation ou encore, pourquoi pas, une tumeur, à cellules, lymphoïdes B qui sécréterait par exemple des immunoglobulines et qui changerait complètement mes ratios, hem, des différentes, proportions de mes protéines sériques et ça peut engendrer la présence de rouleaux sur un frottis. Les rouleaux étant tellement marqués chez Noël, c'est vrai qu'on a tendance, nous, à préconiser une électrophorèse des protéines sériques pour s'assurer et essayer de comprendre. Essayer de savoir si, on est plutôt face à un contexte inflammatoire ou s'il faut s'attendre, pourquoi pas, à, quelque chose de plutôt tumoral si on trouve un pic monoclonal, par exemple, au niveau des immunoglobulines ou si c'est plutôt polyclonal. Bon, l'électrophorèse des protéines sériques n'a toutefois pas été réalisée chez Noël. Au niveau des blancs, ce qui a été noté particulièrement, c'est la présence de monocytes activés, donc modifiés morphologiquement. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça va être des monocytes, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, un monocyte, c'est un cytoplasme bleu avec des vacuoles et beh, quand ils sont activés, ils en ont beaucoup plus. Donc avoir des monocytes qui ont souvent des vacuoles comme ça sur un frottis, ça signifie qu'il y a un contexte inflammatoire chez notre animal, mais ça reste relativement peu spécifique. Donc c'est assez frustrant, mais ça nous donne une indication. Il y a un contexte inflammatoire, mais après, de quel type? On ne peut pas vraiment dire de quoi. Heu et puis bon, après, bon, quelques neutraux hypersegmentés et cetera. Donc on a confirmé une neutrophilie, la monocytose aussi a été confirmée. On sait qu'il y a un contexte inflammatoire de par la tête des monocytes. Après, la neutrophilie peut être associée à un contexte inflammatoire, mais on ne peut pas écarter, par exemple, qu'il y ait aussi un stress corticoïde, pourquoi pas? Maintenant, on va passer au bilan biochimique de Noël. Donc là, vous avez toutes les variables. Donc normalement, vous les avez déjà vues de votre côté et travaillées. Donc ce qui en est ressorti, alors par contre, je m'excuse, il y a eu un problème de remplissage de tableau. Le CO2 total n'était pas à 8 mais à 18. Donc il n'y a pas d'anomalie à ce niveau-là. Pour ce qui va être du bilan électrolytique, il n'y aura pas de modification particulière à interpréter. En revanche, ce qui est ressorti du bilan biologique, ben, un plasma ictérique, on s'y attendait puisque le plasma devient ictérique avant que les muqueuses deviennent ictériques et on savait que les muqueuses étaient ictériques chez Noël. La bilirubine, ben, pas de surprise, très augmentée. Les protéines totales très augmentées, qui va tout à fait avec la présence de rouleaux sur notre frottis sanguin. Et encore une fois, bah, on a une augmentation de l'activité des alates, des azates, des phosphatases alcalines et des GGT. Donc chez notre chat, sachant qu'il n'y a pas d'induction, par les corticoïdes des phosphatases alcalines ou des GGT, heu, il y a de fortes chances quand même qu'il y ait une atteinte hépatique, de type, cholestase, et potentiellement, autre chose. Alors, on va en discuter petit à petit. Dans un premier temps, je vais essayer de vous poser des questions sur l'ictère. Donc maintenant, au vu des résultats du bilan biologique, est-ce que cet ictère est préhépatique, hépatique ou post-hépatique pour vous?
Hop, je vais regarder vos réponses. Donc la plupart d'entre vous me répondez hépatique. Alors en réalité, on ne pourrait pas vraiment trancher entre hépatique et post-hépatique pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas préhépatique puisque l'hématocrit est normal, donc s'il y a une atteinte hépatique ou post-hépatique. Pour l'instant, on n'est pas capable de réellement, différencier les 2. Concernant le reste du bilan biologique, que concluez-vous concernant ce petit tableau-là? Donc qui rapporte en fait les principales anomalies, biologiques que l'on avait chez Noël. Alors, je vous laisse répondre. Pensez-vous qu'il y a une cholestase, une cystolyse hépatique, une cystolyse musculaire, une insuffisance hépatocellulaire ou vous n'avez pas assez d'éléments pour conclure? Donc bien, plusieurs réponses sont possibles, hein. Alors, la cholestase, oui, très probablement, puisque l'activité des phosphatases alcalines des GGT, et en plus la bilirubine, ça va bien avec aussi. La cytolyse hépatique. Alors, est-ce que quelqu'un a mis la cytolyse musculaire? Non, ça va. Cytolyse musculaire, on a dosé l'activité de la créatine kinase, elle est dans l'intervalle de référence. Donc, ce qui signifie qu'il y a très peu probablement une cytolyse musculaire. Par conséquent, l'augmentation de l'activité des alates et des azates est très probablement liée à une cytolyse hépatique. D'accord? Hop. La cytolyse musculaire, on la met de côté. Pas assez d'éléments pour conclure, non, parce qu'on a quand même un bilan biologique qui est assez important. Y a-t-il une insuffisance hépatocellulaire? Comme ça, sur la base du bilan que l'on a, ça paraît assez peu probable, du fait qu'on n'a pas d'hypoglycémie, pas d'hypocholestérolémie, pas d'hypoalbuminémie et cetera, pas d'hypourémie. Mais, en tout état de cause, on ne peut pas l'écarter de façon absolue. Il aurait été intéressant éventuellement de alors est-ce qu'il aurait été intéressant de faire les acides biliaires dans ce cas-là? Pas forcément puisqu'il y a un ictère. On sait qu'il y a un ictère hépatique et post-hépatique. Donc du coup, on sait que les acides biliaires vont être augmentés, puisque les acides biliaires peuvent être augmentés en cas de cholestase, ils peuvent être augmentés en cas d'anomalie vasculaire, ils peuvent être augmentés en cas d'insuffisance hépatocellulaire. Donc ça va pas nous apporter forcément une information, magique de faire les acides biliaires dans ce cas-là. Donc maintenant, que feriez-vous? Un SNAP FPL? Donc doser la pancréatique la féline pancréatique lipase. Une échographie, un bilan d'hémostase, des biopsies hépatiques, un dosage des acides biliaires ou des cystofonctions hépatiques biliaires. Alors, je regarde ce que vous me répondez. Une échographie. Je suis d'accord avec vous. L'échographie, oui, on va avoir envie de la faire pour essayer de comprendre ce qui se passe, chez Noël. Ce sera tout à fait intéressant et pertinent de le réaliser. Ensuite, je vois que certains d'entre vous ont envie de faire un SNAP FPL. Effectivement, allez voir, essayer de voir si potentiellement il peut y avoir un contexte de pancréatite, chez Noël. Ça peut être tout à fait intéressant puisque chez les chats, quand on a une atteinte hépatique, il n'est pas rare d'avoir aussi une atteinte, qu'elle soit, digestive au niveau intestinal ou au niveau pancréatique, de par de la confort, de la conformation en fait de tout du canal cholédoque, de la papille duodénale et cetera. Chez le chat, c'est vrai qu'on a cette triade féline qui peut arriver, et qui peut toucher du coup ces trois organes-là. Ensuite, qu'est-ce qui vient après? Le bilan d'hémostase. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Un bilan d'hémostase est tout à fait intéressant pour essayer de voir s'il peut y avoir des dégâts éventuels au niveau de la coagulation. Et ensuite, vous m'avez mis des cytoponctions hépatiques biliaires. Oui et en plus, bah, le bilan d'hémostase nous permettra de savoir si on peut se permettre de ponctionner ou pas. Heu, Quant, aux biopsies hépatiques, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant, les biopsies hépatiques. Après, est-ce qu'on va se jeter dessus tout de suite? Je pense pas forcément, parce qu'on est encore dans un caractère aigu. Il nous manque pas mal d'informations pour essayer de compléter cette exploration, lésionnelle au niveau du foie. Donc on va pas forcément se jeter dessus, mais ça peut se garder dans un coin de la tête. Et le dosage des acides biliaires, bah, je vous ai dit, il va pas forcément nous apporter plus d'informations dans ce cas-là, pour lequel on est chez un animal où il y a un ictère, il y a une part de cholestase, donc ben, ils vont être augmentés et on saura pas forcément quoi en faire au niveau de l'interprétation en plus.
Donc il n'y avait pas de mauvaise réponse, si ce n'est le dosage des acides biliaires qui n'est pas forcément très pertinent dans ce cas-là. Donc le SNAP FPL a notamment été réalisé chez Noël et il est revenu positif. L'échographie a tout à fait été réalisée aussi de façon assez détaillée. Donc, vous avez le rapport ici. Donc au niveau de la vésicule biliaire, il a été observé un volume très augmenté, de cette vésicule et avec une paroi très épaissie et nodulaire. Pour tout ce qui est de voies biliaires extra-hépatiques, elles sont très dilatées avec une paroi épaissie et irrégulière. Il y a même un bouchon de bile épaisse qui a été, suspecté, dans le canal cholédoque. Au niveau de la papille duodénale, celle-ci est discrètement dilatée, mais il n'y a pas d'anomalie ni d'obstruction évidente. Pour le foie, on a des canaux biliaires qui sont sévèrement dilatés. Donc tout ce qui va toucher, la fonction biliaire là, clignote un petit peu en rouge et est atteinte. Et on a aussi également une adénomégalie assez marquée, au niveau mésentérique chez Noël. Associé à ça, la rate a un parenchyme moucheté, mais elle n'est pas plus grosse que ça, il y a pas d'effet masse ou autre et il y a un discret épanchement péritonéal qui a été, observé. Donc en conclusion, quand on regarde juste l'échographie, hein, qu'on est fixé sur l'échographie et que c'est juste l'interprétation de l'imageur, on a des anomalies qui sont multiorganiques sévères, qui vont toucher la vésicule biliaire, qui vont toucher le foie, qui vont toucher, toutefois principalement, centrer un petit peu tout ce qui est, voie tractus biliaire, et en plus une adénomégalie qui est très marquée. Par conséquent, au niveau échographique, c'est vrai que ces anomalies qui sont tellement marquées, notamment en plus au niveau des nœuds lymphatiques, nous amènent à penser pourquoi pas à un processus tumoral assez agressif qui ciblerait à la fois le foie, les nœuds lymphatiques et pourquoi pas la rate qui a un parenchyme un peu moucheté. En revanche, il reste toutefois un différentiel puisque l'échographie est un examen complémentaire très pertinent dans ce genre d'affection-là, mais il y a toujours un différentiel. Alors au niveau processus tumoral comme ça qui peut toucher 3 organes de façon assez diffuse, pour certains d'entre eux, bah, les tumeurs à cellules rondes, avec on va penser au lymphome souvent chez le chat. Un cholangiocarcinome aussi, vu que c'est assez centré sur le tractus biliaire au niveau hépatique et extrahépatique, ben, on peut se demander si ça peut pas être ça. Et enfin, on ne pourra pas écarter un processus infectieux majeur qui engendrerait du coup un peu une subobstruction de par une cholangite très importante. Et pour autant, pour l'imagerie, bah, ça paraissait être, plutôt l'hypothèse la moins probable, bien qu'elle soit listée. Alors il a été décidé, ou si vous étiez, donc avec Noël, est-ce que vous seriez partant pour aller ponctionner ces organes qui semblent être très, très modifiés, ou pas? Alors oui, non ou il vous manque des informations? Alors je vois que bon nombre d'entre vous répondent assez massivement, il manque des informations. Je suis bien d'accord avec vous. On a tout à fait envie d'aller ponctionner ces organes qui sont très modifiés et puis bon, bah, la cytologie, certes pour le foie, c'est pas toujours évident, mais surtout dans les processus tumoraux, pardon, ça peut parfois apporter des informations et un diagnostic, donc on a envie de le faire. Malheureusement, on va pas se jeter comme ça dans la gueule du loup tout de suite. On va essayer de faire un bilan d'hémostase déjà pour faire un état des lieux et se dire: «Bon OK, au niveau hémostase, je crains pas grand chose». Alors voilà le bilan d'hémostase, obtenu pour Noël. Donc TQ, et TCA dans l'intervalle de référence et une fibrinogénémie par contre qui est augmentée. Donc maintenant je vais vous demander de me répondre pardon. Alors est-ce que vous ponctionnez ou vous ne ponctionnez pas? Alors, je vous laisse le temps de répondre. Bon, la majorité d'entre vous quand même a envie d'aller ponctionner avec ce bilan d'hémostase. Mais je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, on n'a pas de feu rouge, ou de feu orange clignotant. On peut aller ponctionner. Par contre, quant à l'interprétation de ce bilan d'hémostase, comment expliquez-vous, d'après vous, l'hyperfibrinogénémie que l'on a chez Noël? Vous l'interpréteriez comme quelque chose pouvant être évocateur d'une CIVD, une cholestase, une inflammation ou une insuffisance hépatique? Marie, je vois pas le sondage, le quiz apparaître. Je sais pas. Merci. Alors je vais vous laisser le temps de répondre du coup. Donc je vous rappelle, hein, la numération en plaquettes était, normale pour Noël à l'hémogramme. Donc j'ai un bon nombre d'entre vous qui me rapportent plutôt une inflammation. Effectivement, ce sera plutôt une inflammation puisqu'en fait, dans les cas de CIVD, on s'attend plutôt à avoir une fibrinogénémie qui va diminuer. Dans le cas d'une insuffisance hépatique aussi,
parce le fibrinogène va être moins produit par le foie en cas d'insuffisance hépatocellulaire. En cas de cholestase, c'est pas le fibrinogène qui va bouger, généralement il reste dans l'intervalle de référence. C'est plutôt, les TQ-TCA qui peuvent avoir un allongement, et c'est pas ce que l'on a ici. Ce qui peut expliquer une augmentation du fibrinogène, c'est vraiment une inflammation. Ça fait partie du différentiel. En sachant que la déshydratation aussi peut amener à avoir une hyperfibrinogénémie. Donc certainement que la déshydratation joue un petit peu ici dans notre cas, mais l'inflammation, c'est quasiment certain. Donc il a été décidé de ponctionner les nœuds lymphatiques et la rate pour essayer d'avoir un peu plus d'informations pour Noël. Et les nœuds lymphatiques ont malheureusement non, c'est une information, ont donné, une adénite mixte marquée, donc à la fois macrophages, neutrophile, avec une population lymphoïde qui va être réactionnelle, hyperplasie folliculaire. Donc quelque chose tout à fait plutôt en faveur de quelque chose de réactionnel dans le territoire de drainage de ces nœuds lymphatiques, qu'ils soient inflammatoires, infectieux ou tumorales. Mais en tout cas, on n'a pas d'évidence d'infiltration par un lymphome, par un mastocytome ou par quelque chose de ce genre. Pas par une tumeur à cellules rondes, non, rien n'a pu être mis en évidence et la qualité des prélèvements était correcte. Donc on suppose que c'est représentatif. Pour la rate, on a plutôt quelque chose encore une fois de réactionnel. Une population lymphoïde, une hyperplasie de la pulpe blanche, une population lymphoïde réactionnelle qui signifie qu'on a une stimulation antigénique chez notre animal, mais ça reste très peu spécifique. Donc ça peut paraître frustrant en termes de résultats puisque ça ne donne pas l'étiologie, la cause précise de cette hépatique pancréatite que l'on a chez Noël, mais dans tous les cas, on sait que, déjà le processus de la tumeur à cellules rondes qui toucherait les nœuds lymphatiques, la rate et le foie, il est déjà pas présent dans le nœud lymphatique et la rate. Donc bon, est-ce qu'il est présent dans le foie ou pas? Ça, il faudra aller voir. Mais c'est vrai qu'on ne penche pas pour ça pour l'instant. Donc il a été ponctionné, du foie, mais aussi surtout de la bile. Et à savoir que quand on ponctionne de la bile en cytologie, on s'attend à rien voir ou quasiment rien. Ça fait une espèce de trame granuleuse bleutée. C'est totalement acellulaire quand c'est normal. S'il y a des cellules inflammatoires, ce n'est pas normal. Il y a une inflammation et s'il y a autre chose, c'est encore plus pas normal. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette image-là? On s'aperçoit qu'il y a une trame qui est rose, pas du tout bleue comme la normale pour de la bile. Beaucoup de neutrophiles, juste sur un champ, il y en a déjà 4. Et en plus, ces neutrophiles phagocytent des bactéries que l'on retrouve aussi sur le fond. Donc on a une cholécystite bactérienne. L'examen bactériologique a bien sûr été réalisé et il est revenu en faveur d'une Escherichia coli multirésistant, sauf au sulfamide. Donc un traitement a été mis en place en fonction de ce résultat. Et au niveau des ponctions du foie, on avait une inflammation qui paraissait mixte, pas uniquement suppurée. Alors suppurée principalement parce qu'on a des neutraux un petit peu qui sont dégénérés. Si vous voyez ces filaments-là, ce sont des neutraux qui ont explosé et qui sont significatifs, en fait, qui est représentatif d'une inflammation suppurée. Et à côté de ça, on a aussi quelques petits lymphocytes, par-ci par-là, entre nos hépatocytes normaux que l'on retrouve ici. Hop, voilà. Donc la prise en charge, pour Noël a été à la fois médicale et chirurgicale à cause de cette cholécystite bactérienne, et puis cette obstruction en fait, ces voies, biliaires qui étaient vraiment très modifiées. Une prise en charge globale au niveau médical, hein, réanimation, antibiotiques bien sûr, vu l'infection, mais aussi analgésique, antiémétique et cetera pour, aider Noël à récupérer plus rapidement. Hem, Au cours de la chirurgie, il a été réalisé, des biopsies pour essayer de voir un peu plus précisément les dégâts au niveau du foie et il en est ressorti une cholangite fibrino-suppurée, donc nécrotique et extrêmement sévère. Donc ça va avec les images avec les résultats d'imagerie qui étaient vraiment en faveur de quelque chose de très agressif, très très avancé au niveau lésionnel. Ça va avec le contexte suppuré observé à la cytologie, donc on est plutôt assez cohérent à ce niveau-là et en plus, il a été mis en évidence, comme à la cytologie, la présence d'éléments bactériens intralésionnels. Donc pour, Noël, si on fait le bilan, on est face à un animal qui souffre un peu d'une triade féline, avec une cholangiohépatite bactérienne qui s'est mis en place, qui explique la cytolyse hépatique mise en évidence par l'augmentation de l'ex-activité des alates et des azates, qui est associée à un état, de cholestase, qui a été reflété par l'augmentation de l'activité des phosphatases alcalines, des GGT et de la bilirubine et de l'ictère, bien sûr. Il y a une pancréatite associée, potentiellement par, infection ascendante, pourquoi pas, dans ce cas-là.
qui a été mise en évidence de par l'augmentation de la féline pancréatique lipase, qui est spécifique donc d'une pancréatite chez le chat et bah, toute l'inflammation créée au niveau de tous ces organes, bah, se reflète au niveau biologique par le leucogramme, neutrophilie monocytaire, neutrophilique et monocytaire avec des monocytes réactionnels. La présence de rouleaux qui sont tout à fait le reflet probablement, des protéines sériques totalement modifiées en termes de fraction. L'hyperprotidémie, alors qui est le reflet de l'inflammation, mais aussi potentiellement de la déshydratation et l'hyperfibrinogénémie qui est la conséquence de l'inflammation et aussi potentiellement de la déshydratation. Donc voilà comment on pourrait expliquer le tableau biologique, chez Noël, et Noël s'est tout à fait bien rétabli avec son traitement. Voilà. Donc je ne sais pas si au niveau de l'exploration biologique, vous avez des questions pour Noël? Encore une fois, je suis désolée, au niveau thérapeutique, je ne pourrais pas trop, m'attarder dessus. Alors je regarde le chat peut-être? Hop, non, pas de questions? Bah, écoutez, s'il y a pas de questions, on va passer au petit cas bonus, que l'on va traiter, hop, ensemble. Donc notre cas bonus, hop, qui est encore une fois un petit chat. Brownie, plus précisément une chatte européenne stérilisée de 13 ans qui est venue pour anorexie et abattement depuis 10 jours. En termes de commémoratif, c'est une chaîne qui perd beaucoup de poids depuis 2 mois à peu près. Elle a perdu près d'1 kilo. Dans ses antécédents médicaux, elle a souffert d'une crise urémique liée à des calculs urétéraux 2 ans auparavant. Elle est donc nourrie avec des croquettes de gamme vétérinaire rénale, et après elle est relativement bien médicalisée, que ce soit pour les vaccins ou pour les antiparasitaires. Pour l'examen clinique, on a un état clinique qui est moyen, pour Brownie. Elle a toutefois quand même un score corporel de 4 sur 9 ce jour-là. Au niveau cardiovasculaire, on a des muqueuses ictériques comme Noël, pas d'autres anomalies particulières, et la palpation abdominale reste souple et non douloureuse. Donc pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est toutefois quand même une des muqueuses ictériques. Donc encore une fois, des muqueuses ictériques vont nous amener à essayer de au moins différencier un ictère préhépatique, hépatique ou post-hépatique. Donc il a été réalisé un bilan biologique assez complet pour Brownie dans un premier temps, qui comprend un hémogramme et la lecture du frottis sanguin. Donc là, vous avez les résultats, obtenus avec encore un cytomètre de flux. Donc pour les rouges, encore une fois, hein, on vérifie toujours que tout soit cohérent et qu'il n'y ait pas d'aberration. Donc on doit avoir un rapport à peu près de 3 entre l'hématocrite hémoglobine, ce qui est le cas, et une CCMH qui est forcément inférieure à 40, ce qui est le cas également ici. Ensuite, on regarde, pas d'anomalie au niveau des résultats chiffrés de la population des rouges. Est-ce que mon nuage de points des rouges, est bien distinct de tous les autres points, c'est-à-dire des nuages des plaquettes, le nuage des rouges et les rétiques doivent être en queue de comète, ici en violet. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de rétiques, mais il n'y a pas d'anémie, donc on ne s'attend pas à en avoir forcément beaucoup et les nuages de points sont assez bien distincts. Donc pour les rouges, on peut relativement valider les résultats chiffrés transmis par l'automate. Pour les blancs maintenant, on va regarder, la numération des blancs est normale, pas d'anomalie sur la formule non plus de rapporter et si on regarde les nuages de points, donc chaque nuage de points doit avoir sa propre couleur et chaque nuage de points doit être bien distinct. Donc nous avons les neutrophiles ici, les éosinos ici, les lymphos ici et les monos par-dessus. Alors j'ai envie de dire que je validerais à peu près ce résultat, même si honnêtement, il y a quand même une séparation arbitraire ici, entre les lymphocytes et les monocytes. Donc si je voulais avoir une formule précise, et pour pouvoir m'assurer que l'automate me raconte pas de bêtises, je devrais faire une formule, leucocytaire sur un frottis sanguin. Mais il se trouve ici qu'au frottis sanguin, il n'y avait pas d'anomalie particulière et qu'on validait les résultats, du différentiel leucocytaire. Donc au niveau de l'hémogramme, il y a pas grand-chose à dire pour Brownie. La seule anomalie qui a été observée sur le frottis sanguin alors du coup, est-ce que ça signifie que je dois me passer de regarder un frottis sanguin? Là, la séparation n'est pas ultra nette. Donc moi, je vous dirais: «Non, il faut regarder le frottis sanguin parce que potentiellement, il y a peut-être, des petites choses sur les leucocytes à observer». Les seules fois où on peut s'affranchir de regarder un frottis sanguin dans la vraie vie, normalement, c'est quand on a à la fois tous les résultats chiffrés qui sont dans l'intervalle de référence, tous les nuages de points qui sont normaux et validables, c'est-à-dire, bien distincts les uns par rapport aux autres et cetera. Ça ne va pas dire qu'il n'y aura pas d'informations sur le frottis. Ça veut dire que si vous n'avez pas le temps, et cetera, on ne vous reprochera pas forcément de ne pas avoir regardé le frottis sanguin. Par contre, peut-être qu'en regardant le frottis sanguin, vous auriez pu avoir d'autres informations complémentaires. Ça, c'est pas impossible et par exemple, dans le cas de Brownie,
Où honnêtement, à part cette petite séparation, on aurait pu se dire: «Bon, il y a pas de grosse modification, peut-être que je peux me passer de regarder le frottis sanguin». Bah, quand on regarde le frottis sanguin, voici ce qu'on regarde. Alors, je vais vous demander, est-ce que, c'est une forme normale d'hématie ou est-ce que, vous voyez des choses anormales sur ce frottis? Donc je vais vous laisser répondre dans le chat, du coup. Hop, dans le chat. Sur ce que vous voyez, vous, sur le frottis. Est-ce que tout est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que vous voyez des choses qui vous titillent, qui vous font penser à des choses en particulier? N'hésitez pas, hein, lâchez-vous, hein, honnêtement, il y a pas du tout, je vais pas retenir le nom des gens, je suis pas là pour ça. Je suis là pour voir si certains d'entre vous ont déjà des idées ou pas du tout, ou voilà. C'est surtout pour ça que je suis là. Alors, j'ai des spicules, des acanthocytes, des schizocytes qui ressortent. Donc en tout cas, des anomalies de morphologie des rouges. On est bien d'accord. De toute façon, sur cette image, je vous ai mis que quelques plaquettes et puis des hématies, hein. Effectivement, une hématie normale, c'est une hématie à peu près ronde. Alors elle est biconcave en 3D, mais en 2D sur un frottis, elle va être plus ou moins ronde. Ici, chez Bruni, on a pas mal d'hématies comme celle-ci, comme celle-ci, qui ont des modifications au niveau membranaire. Je ne sais pas si vous voyez, elles ont vraiment une membrane qui n'est pas du tout, ronde, elles ne sont pas sphériques, elles ont comme des déformations un peu en doigt de gant. Alors certaines sont peut-être un peu plus spiculées, vous allez me dire, c'est pour ça que certains ont employé le terme de spicule. Heu, J'avoue que je préfère en doigt de gant parce que c'est des modifications assez mousses. C'est pas très pointu, d'accord? C'est pas très pointu comme, pourrait l'être, la pointe d'un couteau ou autre. Donc effectivement, ici, nous avons voilà, des acanthocytes. Quand on a des modifications en doigt de gant comme ça qui sont asymétriques sur une hématie, on appelle ça des acanthocytes. À côté, vous en avez d'autres qui sont plus des ovalocytes. Cette fois-ci, on n'a pas des ondulations sur la membrane, mais on a une déformation de type ovale, sur ces hématies. Donc et des fois, on a les 2 en même temps. Celui-ci, par exemple, je dirais ovalo-acanthocyte. Alors après, on s'en fiche. Dans les 2 cas, on se retrouve avec, des hématies qui vont avoir une forme variable. On appelle ça une poikilocytose. Ce sera comme ça sur un compte rendu, de frottis sanguin. Quand on a des hématies de forme variable, on dit qu'on a une poikilocytose. Alors on est bien content, il y a une poikilocytose chez Bruni, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça va nous amener quelque chose d'important pour la démarche diagnostique ou au contraire, ça va encore nous laisser sur le côté et on va pas savoir? J'ai envie de vous dire, ben, pas tant que ça. Pourquoi pas tant que ça? Tout simplement parce qu'en fait, chez le chat, la poikilocytose, la présence d'acanthocytes est quelque chose de relativement fréquent chez, le chat malade. Donc en gros, il y a pas vraiment de différentiel précis. Ça va pas nous restreindre, le différentiel, notre démarche diagnostique, chez le chat. Alors chez le chien, vous allez me dire: «Ah, peut-être que c'est plus spécifique?» Non, en fait, honnêtement, pas beaucoup plus. C'est moins fréquent que chez le chat malade, on va dire. Heu, mais ce qu'on va vous citer souvent, ça va être, atteinte hépatique, rénale, splénique, des vasculopathies, des angiopathies. Enfin voilà, tout un tas de choses comme ça, mais ça reste très peu spécifique et la liste est très longue. Donc en réalité, ça ne nous avance pas forcément à grand chose. Mais par exemple, j'ai vu des gens qui m'ont dit des schizocytes. Alors les schizocytes, j'ai envie de dire que c'est un peu la même, forme si vous voulez, ça peut ressembler à ça, mais en beaucoup plus petit. Un schizocyte, normalement, c'est un fragment d'hématie. C'est vraiment un tout petit bout d'hématie qui reste. Après, il y a une fracture de celle-ci qui va exploser en fait et qui va laisser des petits bouts. Et quand ça explose et que ça fait des petits bouts, le différentiel va être un peu plus restreint. On va souvent penser, vasculopathie, angiopathie, CIVD, hémangiosarcome. Mais là, honnêtement, ça ressemble à la taille d'une hématie, c'est modifié en forme. Là aussi, ça ressemble encore à la taille d'une hématie. Un schizocyte, ça aurait été beaucoup plus petit, la moitié que ça, la moitié ou le tiers de ça, par exemple. Voilà. Donc maintenant, il a été aussi réalisé un bilan biochimique chez notre ami Bruni, qui comprend toutes ces variables-là. Donc je vous laisse quelques secondes pour le lire, parce que ceux-là, vous ne les aviez pas en amont. Donc on peut noter, une augmentation de la bilirubinémie, une augmentation de l'activité, des alates, des azates, des phosphatases alcalines, les GGT restant dans l'intervalle de référence et une augmentation également de, l'activité de la créatine kinase.
Tout le bilan, électrolytique, est relativement correct. L'ammoniémie est correcte, le cholestérol aussi. Il a été aussi réalisé un bilan un peu plus, complet avec la glycémie normale, créatinémie, urémie, protéines totales, albumine, calcium total et le phosphate aussi, tout dans l'intervalle de référence. Donc je vous laisse rejeter un petit œil rapidement à ça. Donc en complément, il a été réalisé aussi chez Bruni, un dosage de la SAA, donc le sérum amyloïde A chez le chat, qui est un marqueur de l'inflammation, et qui est revenu dans l'intervalle, l'inflammation aiguë qui est revenu dans l'intervalle de référence. Associé à ça, il a été fait un SNAP FPL chez Bruni, qui est revenu négatif, non pas comme chez Noël. Donc en ayant maintenant un peu tout ça en main, toutes ces cartes en main, je vais vous poser quelques questions. L'ictère est-il préhépatique, hépatique ou post-hépatique? Alors je vous laisse le temps de répondre. Alors, vous m'avez répondu pour la plupart d'entre vous, post-hépatique et à peu près à égale partie hépatique. Alors je ne sais pas si vous aviez la fonctionnalité de pouvoir répondre à 2 choses en même temps en fait, mais peut-être. Dans tous les cas, je pense qu'on peut dire qu'il n'est pas préhépatique. Pourquoi il n'est pas préhépatique? Parce que nous n'avons pas d'anémie, je vous rappelle. Un ictère préhépatique, c'est un ictère lié à une hyperhémolyse qui doit être associé à une anémie, et ce qui n'est pas le cas ici. Donc on reste dans la zone grise, c'est-à-dire, bah, ça peut être hépatique, ça peut être post-hépatique. Pour l'instant, on n'a pas forcément d'indication pour l'un ou pour l'autre, ça peut être les 2 en même temps, voilà. Peut-on garantir la présence d'une cytolyse hépatique dans notre cas? Donc je vous laisse répondre. Donc la majeure partie d'entre vous répond non. Heu, Pourquoi? Parce que tout simplement hop, pardon. Tout simplement, on a effectivement une augmentation de l'activité de la créatine kinase dans notre cas et on sait qu'il peut y avoir une part, en cas de cytolyse musculaire, d'augmentation d'activité des alates et des azates. Alors surtout des azates, mais également, pourquoi pas, des alates. Donc par conséquent, il est possible qu'il y ait une cytolyse hépatique, mais du fait de l'augmentation de l'activité des enzymes, de la créatine kinase, on ne peut pas écarter que cette augmentation ne soit pas liée, uniquement à la cytolyse musculaire. Donc du coup, ben, on est un petit peu coincé. Alors pourquoi on aurait une augmentation de l'activité de la créatine kinase chez notre ami? Ben, c'est une bonne question. Heu, on se l'est posé. On s'est demandé si, par exemple, il pouvait y avoir eu une prise de sang un petit peu traumatique ou autre, parce qu'honnêtement, c'est pas un chat qui, présentait, des signes de lésionnel au niveau musculaire, pas d'antécédents rapportés de choc ou autre. Donc, on s'est demandé si ça pouvait être lié à une contention un petit peu brutale ou à une prise de sang un petit peu, malheureuse. En toute honnêteté, on a eu un peu de mal à expliquer cette augmentation de la créatine kinase. Ce bilan oriente-t-il vers une affection en particulier? Donc je vous ai remis la partie du bilan, biologique, intéressante pour Bruni, pour répondre à cette question. Alors, bah, du coup, c'est là que je me rends compte que le message n'est pas forcément bien passé la dernière fois. Ce bilan oriente-t-il vers une infection? Alors vous êtes une majorité à me répondre non. Toutefois, ce bilan, il a une particularité, c'est que, on a une augmentation de l'activité des phosphatases alcalines, alors que, nous n'avons pas d'augmentation d'activité, des GGT. Et ça, chez le chat, ça doit faire penser, chez un animal qui est ictérique,
heu, principalement à, quelque chose en particulier qui est la lipidose hépatique. Sur un animal ictérique, où vous savez que l'ictère n'est pas préhépatique, s'il s'agit d'un chat et que vous avez cette forte dissociation entre l'augmentation des phosphatases alcalines et des GGT qui sont soit normales, soit très peu augmentées, par rapport aux phosphatases alcalines. Il faut réellement penser à la lipidose hépatique. D'accord? Surtout en plus chez un animal qui a perdu pas mal de poids, qui en plus, con a toutefois quand même encore un score corporel qui est correct. Ça veut dire que c'était un animal qui était en surpoids auparavant. Il faut vraiment penser à la lipidose hépatique. Alors, une fois que vous suspectez la lipidose hépatique, comment la confirmer à votre avis? Qu'est-ce que vous me proposeriez dans le chat pour, essayer de voir si c'est, réellement une lipidose, hépatique chez Bruni ou pas? Alors je vais laisser quelques-uns répondre pour voir. C'est bien, c'est assez équilibré comme réponse. Donc je vois, certains, me disent l'échographie, d'autres la cytologie, d'autres les 2 en même temps. Bah, effectivement, j'ai envie de dire que l'échographie, c'est, forcément, l'examen complémentaire de choix parce que c'est vrai qu'on va avoir des modifications au niveau hépatique, qui peuvent être compatibles avec des lipidoses hépatiques, un parenchyme un peu hypoéchogène et cetera. Et puis on peut, aussi être tenté, de ponctionner, quand cela est possible, bien sûr. Donc l'échographie, c'est ce qui a été réalisé chez Bruni, qui a présenté effectivement des anomalies du parenchyme en faveur d'une lipidose. Mais toutefois, quand on a des modifications du parenchyme en faveur d'une lipidose qui vont modifier l'aspect du parenchyme hépatique, il faut savoir que ça peut tout à fait masquer, d'autres atteintes, d'autres modifications au niveau du parenchyme, que par exemple, je sais pas moi, une infiltration diffuse, par une tumeur à cellules rondes ou autre, ça peut être tout à fait masqué par les modifications qu'on peut avoir, dans le cadre d'une lipidose. Des anomalies rénales ont aussi été, observées lors de l'échographie abdominale chez Bruni, plutôt en faveur d'une maladie rénale chronique. Alors du coup, on ponctionne ou on ponctionne pas? Je vous laisse répondre dans le chat. Oui, non, non, oui, vous ponctionnez pas. Ah, c'est bien, j'ai quelqu'un qui a répondu, la bonne réponse. Oui, mais avec quoi? Avec le bilan d'hémostase. Alors oui, plus ou moins les reins. Alors ça, par contre, je vais répondre. C'est vrai qu'il y a des anomalies rénales qui ont été établies. Par contre, ces anomalies rénales étaient en faveur d'une maladie rénale chronique, c'est-à-dire des reins plus petits, des reins bosselés, des reins, un peu fibrosés et cetera. Pour tout ce qui va être des modifications de ce type, la cytologie, malheureusement, la cytologie rénale n'est pas recommandée et apporte très peu d'informations. Et d'un parce que sur ces reins qui vont être déformés de façon chronique, on va avoir beaucoup de mal à récupérer des choses, à récupérer des cellules en les ponctionnant. Et de 2, la cytologie n'est pas pertinente pour aller rechercher des modifications de type, néphrite, tout ce qui va être modification chronique, et cetera dans le rein, on n'est pas et même d'inflammation chronique, on n'est pas bon pour les mettre en évidence par la cytologie. On pourra dire: «C'est du rein», si on réussit à récupérer des cellules rénales, mais après pour tout ce qui est: «Est-ce que j'ai une inflammation? Est-ce que j'ai une néphrite? Est-ce que j'ai», non, ça, on sera très, très mauvais. La première recommandation pour ponctionner des reins, c'est quand vous suspectez un lymphome. Quand vous avez une rénomégalie, une infiltration diffuse et cetera, là, la cytologie est très pertinente et bon nombre de fois, elle vous permettra d'avoir un diagnostic. En revanche, pour tout ce qui est modification de type maladie rénale chronique, on n'est vraiment pas très bon. Voilà, si je peux vous dire, quelque chose là-dessus, c'est plutôt ça. Hop, donc pour le bilan d'hémostase qui a été réalisé pour Brony, bien sûr, je vous laisse m'expliquer ce bilan d'hémostase. Pensez-vous qu'il peut être évocateur d'une insuffisance hépatique, d'une cholestase ou d'une CIVD? Alors, d'après vos premières réponses, oh bah, c'est kiff kiff bourricot pour les réponses. Ah non, il y en a une qui ne ressort pas. La CIVD ne ressort pas.
Après, j'ai l'insuffisance hépatique en premier, la cholestase. Alors, ce qui va ressortir en premier, er l'insuffisance hépatique, je dirais que c'est plus par rapport au au bilan hépatique, enfin au bilan biologique, complet, où on n'avait pas de marqueur biologique d'insuffisance hépatocellulaire, effondré, et la fibrinogénémie n'est pas effondrée. Donc il est vrai que bon, on n'a pas trop envie de se dire qu'on est déjà dans le cas d'une insuffisance hépatique. Par contre, chez Bruni, ce qu'on a, c'est qu'on a une augmentation assez marquée des, phosphatases de l'activité, pardon, des phosphatases alcalines. On a une cholestase, d'accord? Et une cholestase, est-ce que ça peut expliquer maintenant une augmentation, enfin un allongement des temps d'hémostase de type TQ-TCA? Oui, ça peut les expliquer. Une CIVD, est-ce que ça peut expliquer un allongement du TQ-TCA? Ça peut. En général, on s'arrête pas à 2 éléments pour établir si on a une CIVD ou pas. On essaye de faire un bilan d'hémostase assez complet. Donc ici, ce qu'on n'a pas en faveur, c'est la fibrinogénémie qui est dans l'intervalle de référence. C'est la numération des plaquettes qui est dans l'intervalle de référence. Après, on aurait pu aussi doser l'antithrombine 3, qui dans les cas de CIVD, va être consommée et va être diminuée et les PDF qui dans les cas de CIVD généralement le dosage va être augmenté. Heu, Ici, ce n'a pas été réalisé, tout simplement parce que vu le bilan biologique, assez, évocateur d'une lipidose hépatique, ce qu'on voulait savoir, c'était surtout si on pouvait ponctionner, et si le bilan d'hémostase était compatible avec un état de cholestase, chez Bruni. Bah, il est compatible avec, après je suis d'accord, une CIVD en soi, on ne pourrait pas, totalement l'écarter. Il faudrait, compléter le bilan, d'hémostase, pour essayer de s'affranchir de cette possibilité-là. Donc du coup, bah, la question: «Est-ce qu'on ponctionne ou pas?» Heu, Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous me diriez? Est-ce que vous ponctionnez sans risque? Est-ce que vous ne ponctionnez surtout pas parce qu'il peut y avoir un risque d'hémorragie? Ou est-ce que vous tentez quand même, mais en faisant quelque chose? Alors, ça peut faire peur effectivement, on a un allongement du TQ et du TCA. Après, si c'est vraiment lié à la cholestase, je vais vous faire un petit rappel tout à l'heure. On peut essayer de contrer cette chose-là, tout simplement parce qu'en cas de cholestase, souvent ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un déficit d'absorption de la vitamine K nécessaire pour certains facteurs de coagulation, pour fonctionner correctement et du coup, dans ce cas-là, ce qu'on préconise, ah excusez-moi, hop, mon PPT ne fonctionne plus. Voilà, c'est d'administrer de la vitamine K1 pour essayer de rétablir les temps d'allongement du TQ des TCA, ce qui, limitera la possibilité de complications, hémorragiques. C'est vrai que la contre-indication, majeure, des ponctions et des biopsies, hépatiques, c'est souvent la l'hypofibrinogenémie. Donc là, on l'a pas, mais effectivement, on va pas se permettre de ponctionner sans rien faire. On va essayer de mettre un parapluie pour, améliorer les choses, en administrant de la vitamine K parce que dans les cas de, cholestase, ce qui se passe vraiment, c'est la vitamine K qui est donc liposoluble, qui est, principalement absorbée, via, l'interaction avec les acides biliaires. En cas de cholestase, on va avoir une diminution des acides biliaires, de leur réabsorption et du coup une diminution de l'absorption de la vitamine K et si on administre de la vitamine K en retour, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration et du coup, éviter des risques hémorragiques. Donc il a été réalisé des cytoponctions à l'aiguille fine, après administration de vitamine K chez, chez notre ami Bruni et la lipidose hépatique honnêtement par cytoponction à l'aiguille fine, elle est très facile à diagnostiquer, à mettre en évidence en tout cas. Tout simplement parce que ça ressemble à ça. Ça ressemble à un truc très typique de la lipidose. Alors ça ressemble même plus à du foie normal parce qu'en fait vos hépatocytes, ils sont comme ça, ils ressemblent pas du tout à des hépatocytes normaux et ils sont gorgés de gouttelettes lipidiques que vous pouvez voir sur le fond. Il y en a partout, à tel point que ça modifie complètement les hépatocytes, mais c'est très évocateur et du coup, établir qu'il y a une lipidose à partir d'une cytoponction à l'aiguille fine, c'est très facile quand on peut la faire. Après en revanche, savoir s'il y a quelque chose dessous, c'est un peu comme l'échographie, c'est-à-dire qu'on va vous dire qu'il y a une lipidose hépatique. Alors souvent, il va y avoir aussi des signes de cholestase intrahépatique. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais on a des cylindres,
d'éléments qui sont noirâtres. Voilà, on appelle ça des cylindres de pigments biliaires, qui sont vraiment évocateurs, surtout quand ils sont à la surface comme ça des hépatocytes, de cholestase. Ils vont surligner un peu les espaces intra-hépatocytaires quand ils sont passés en intra-hépatocytaire. Donc ça, on peut les mettre en évidence, mais dès lors, on ne pourra pas vous assurer qu'il n'y a pas une inflammation dessous. S'il y a, vraiment un lymphome ou quelque chose comme ça, on peut espérer que les cellules, tumorales puissent se retrouver à côté de ces hépatocytes qui sont tout à fait, anormaux. Mais la lipidose modifie tellement le parenchyme hépatique qu'on ne peut pas s'affranchir de, bah, je vois rien de particulier à côté de ça, donc je suis sûre qu'il y a pas d'inflammation, je suis sûre qu'il y a pas un truc dessous. Honnêtement, on peut pas, ça ne nous permettra pas d'en être certain. Voilà. Donc après, si vous voulez savoir si, réellement il y a un autre lésionnel dessous sur le foie, s'il y a des signes de cholangiohépatite chronique ou aiguë ou, lymphocytaire ou si c'est autre chose et cetera, bah, là, il faut passer à la biopsie. La cytologie sera souvent assez limitée pour vous assurer qu'il n'y a rien d'autre, de sous-jacent. Donc au niveau du bilan, en parlant de la biologie, hein, clinique, principalement de Bruni, on a une lipidose hépatique, hein, elle a été diagnostiquée par la cyto, ça, elle est évidente. Cette lipidose hépatique, bah, elle est probablement liée à l'anorexie prolongée, qui est rapportée chez Bruni. Elle a induit une cholestase qui se voit déjà sur les lames de cytologie, mais qui se voit surtout sur le bilan biologique avec l'augmentation des activités des phosphatases alcalines, de la bilirubinémie, et le fait qu'il y ait une dissociation, hein, entre les phosphatases alcalines et les GGT étant restant dans l'intervalle de référence, fortement évocateur chez un chat ictérique d'une lipidose hépatique. Cette cholestase a induit un déficit d'absorption de la vitamine K, qui a induit une augmentation, un allongement des temps d'hémostase TQ-TCA. On a une part de cytolyse musculaire chez Bruni, alors qui reste un peu, bah, dont la cause reste un petit peu, voilà, on est un petit peu interrogatif là-dessus. Est-ce que c'est une prise de sang qui s'est mal passée ou pas? Potentiellement, mais en tout cas, l'augmentation de l'activité de la créatine kinase évoque une cytolyse musculaire. Donc cette cytolyse musculaire peut avoir joué sur l'augmentation de l'activité des alates et des azates. Ça fait partie du différentiel. Parce que malheureusement, on a un petit peu d'alate et d'azate dans les cellules musculaires. Mais la lipidose hépatique, avec la cholestase que ça induit notamment, ça peut tout à fait induire secondairement un lésionnel de type cytolyse hépatique et qui pourrait du coup, bah, expliquer aussi en partie l'augmentation de l'activité des alates et des azates chez Bruni. En revanche, quant à la cause précise de cette lipidose hépatique, pour l'instant, on est encore un petit peu coincé. Parce qu'au niveau du tableau, du bilan biologique que l'on a, réalisé pour l'instant, il n'est pas assez complet, pour essayer de savoir s'il y a quelque chose, vraiment précisément en ce moment qui se passe chez notre animal et qui explique cette anorexie. Au niveau des causes, au niveau anamnèse, commémoratif et échographie abdominale, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était évocatrice d'une maladie rénale chronique parce qu'on avait des modifications chroniques au niveau du rein. Donc cet animal, est-ce qu'il a une maladie rénale chronique qui s'est établi. Au niveau du bilan biologique, ben, il n'y a pas d'hypercréatinémie, d'hyperurémie qui ont été mises en évidence. En revanche, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais dans tout le bilan biologique que je vous ai donné, je ne vous ai pas donné d'analyse d'urine. Donc si on voulait déjà, essayer de faire, un petit bilan sur, la fonction rénale de notre ami, il aurait été tout à fait, pertinent dans ce cas-là et il serait important de réaliser, chez Bruni, une analyse d'urine pour essayer de voir déjà si on peut avoir des informations complémentaires. Et après essayer d'aller voir plus loin, pour voir si on peut explorer une maladie rénale chronique, par exemple, chez Bruni. Ou est-ce que cet animal a une atteinte hépatique sous-jacente qui n'a pas pu être mise en évidence, sur notre prélèvement de cytologie? C'est tout à fait possible aussi. Des biopsies nous auraient permis d'en savoir beaucoup plus. Voilà. Alors pas forcément des biopsies au Trou-Cut, parce que c'est vrai que c'est pas forcément ultra représentatif parce que les territoires sont petits et cetera. Des vraies biopsies, bah, pourquoi pas? Ça aurait peut-être permis de voir s'il y avait un lésionnel tout à fait précis, en plus, au niveau du foie, en plus de cette, lipidose, chez Bruni. Donc voilà pour ce troisième cas bonus. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur le cas de Bruni? Si vous n'en avez pas, donc juste pour vous expliquer, hein, vous avez un autre cas, clinique, donc un cas numéro 4, Saya, qui est un véritable cas bonus que vous pouvez regarder chez vous tranquillement en revoyant soit
le replay ou en regardant tout simplement les PowerPoints du foie en théorie. Et puis si vous avez des questions, alors c'est un cas relativement, typique, hein, donc normalement il y a pas trop de questions qui doivent en découler, mais si jamais vous en aviez, n'hésitez pas à repasser via le biais d'Annie Diag, pour me contacter et me poser des questions. Voilà. Alors j'ai affiché une Ah question pardon. à l'écran là. Oui, modification de morphologie des hématies, des colorations un peu vieilles ou contaminées peuvent-elles créer non. Alors vraiment les modifications morphologiques de ce type, ça peut pas être lié à une coloration, ça peut pas être lié à un étalement, artefactuel, à une prise de sang trop traumatique, ou autre. C'est vraiment, une modification, architecturale, ça va être en fait les phospholipides de la membrane qui vont être modifiés et qui vont pas permettre d'avoir cette structure normale biconcave bien lisse sur les bords qu'on a d'une hématie. Hem, c'est vraiment pas quelque chose d'artefactuel, ça c'est pas possible. Par contre, en termes de modification qui peut ressembler un peu à ce que je vous ai montré, c'est des modifications en type d'oursin. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des alors je vais peut-être revenir sur l'image, au lieu d'avoir des modifications en doigts de gant, c'est-à-dire un peu arrondies, hop, hop, le temps que je retrouve, ça c'est le problème d'avoir trop de diapositives. Voilà. Là, si je reviens, c'est bien des bords arrondis. Ce qu'on peut avoir parfois, c'est en plus en spicule très pointu sur tout le pourtour de l'hématie en étant symétrique. Alors que les acanthocytes, c'est asymétrique. Si c'est symétrique comme déformation et que c'est très pointu, on appelle ça plutôt des échinocytes et ça, ce sont les hématies en oursin qui sont le plus souvent liés à un artefact, de séchage pas assez rapide en fait d'un frottis. Par exemple, vous étalez votre frottis, vous le laissez sur la table. Alors que normalement, quand on étale un frottis, je ne sais pas si vous regardez dans ma vidéo, après on le sèche très, très vite avec un petit coup de poignet comme ça, ce qui permet d'éviter d'avoir l'apparition d'échinocytes, qui est la première cause d'échinocytes, c'est un frottis pas séché assez rapidement. Les autres causes, ça peut être des envenimations ophidiennes ou autres, mais c'est vraiment beaucoup plus rare. Voilà, si j'ai répondu à cette question. Alors, est-ce que le dosage de SAH chez le chat est nécessaire? Si tu veux, établir qu'il y a réellement un contexte d'inflammation aiguë, chez le chat, la SAA est quelque chose de tout à fait pertinent, pour établir s'il y a un contexte inflammatoire aigu ou pas. Ça répond à cette question-là, en fait. Est-ce qu'il y a un contexte inflammatoire aigu ou non? Après, tu peux avoir un autre tableau biologique associé. Sur un hémogramme, tu peux, par exemple, des fois avoir des bancs de sel, c'est-à-dire des jeunes neutrophiles, des neurotoxiques, voilà, c'est tout un tas d'autres modifications, surtout hématologiques. Pour l'inflammation strictement aiguë, c'est vrai que la SAA est très spécifique chez le chat et en plus, ça permet d'avoir un suivi, c'est-à-dire que dès qu'on met une thérapeutique en plus en place pour un contexte inflammatoire aigu, faire une cinétique de la SAA, ça permet aussi de voir si la thérapeutique paraît fonctionner au niveau du contexte inflammatoire ou pas. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie pour votre participation assez active. J'espère que ce format-là avec des cas pratiques, vous a satisfait. Moi, je trouve ça très enrichissant, et beaucoup plus, intéressant, que finalement juste des webinaires théoriques. Toute interaction est vraiment, très intéressante, que ce soit pour le formateur ou pour ceux qui écoutent en règle générale, enfin de mon point de vue. Donc je vous remercie grandement. Je vous dis, à une prochaine fois certainement et puis, je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas, si vous avez des questions en off, vous pouvez passer via Annie Diag, je pense que les questions m'arriveront. Voilà. Alors je vous ai mis le petit lien de notre enquête de satisfaction, qui s'affiche sur votre écran et que j'ai aussi mis dans le chat. N'hésitez pas à nous faire vraiment tous vos retours, si vous avez des choses à nous dire, et que vous voulez rester anonyme, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom pour remplir cette enquête de satisfaction, mais ça nous aide énormément à nous améliorer, dans ce projet d'Enediag Academy qui nous tient, beaucoup à cœur. En tout cas, merci beaucoup, Fanny, pour cette présentation qui était effectivement très interactive et très intéressante. Je vois qu'on a beaucoup de gens qui nous remercient dans le chat, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Merci d'être là, et d'être Merci à vous. toujours de plus en plus nombreux, sur nos webinaires. Et bien, je crois que c'était la dernière fois qu'on te voyait pour, cette année, Fanny? Oui, pour cette année, mais j'espère que l'année prochaine, nous nous Ah, reverrons. on espère bien sûr.
Pour tous les autres, donc le prochain webinaire NIDIAG Academy aura lieu le 20 juin prochain, donc dans pas très longtemps, dans 2 semaines, et ce sera un webinaire du module d'oncologie avec le docteur Didier Lanor. Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site web enidiag.fr dans la page NIDIAG Academy. Et de toute façon, vous allez recevoir un petit mail dans quelques jours qui vous donnera toutes les infos et le lien d'inscription à ce webinaire. En tout cas, merci encore Fanny pour cette présentation. Merci à tous d'être venus. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Merci Marie, encore une fois, belle journée à tout le monde. Au revoir.